aux gens des médias d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi à Dolores, Denis, Éric et Émilie de s'être rendus disponibles pour cette petite conférence de presse, malgré le déplacement que vous avez à faire. Alors, le but de la conférence de presse, c'est une remise de fonds d'une levée qui a été faite par Éric Beauchamp, qui va vous expliquer tout à l'heure. Je vais vous présenter les gens qui vont participer plus activement à la conférence de presse. Il y a Denis Cormier, le président de la Fondation, Éric Beauchamp, qui va être le principal orateur pour cet avant-midi, puis qui ont travaillé l'organisation. Il y a aussi Dolores Carlier. Alors, je vous laisse entre les mains de M. le Président, qui va vous faire une petite présentation. Correct, si. Bonjour les amis, merci beaucoup. Merci d'être là. Je dois vous dire tout d'abord que je suis très fier de mon conseil d'administration. Nous avons ici Hugues, qui est administrateur, Dolores Carlier, qui est vice-présidente, Jacques Gariepi, qui est secrétaire, et Michel Antil, dans le fond là-bas, qui est trésorier. On a aussi 4 autres personnes qui travaillent beaucoup pour la Fondation, qui sont à l'extérieur, qu'on n'a pas dérangé aujourd'hui. Jean-Pierre Vigneault à Saint-Romuald, Pierre Lachance à Saint-Hyacinthe, Lynn Ducharme à Trois-Rivières et Judith Moati à Montréal. Alors, quand on a commencé la Fondation, c'était juste dans le coin ici, et on est très content que ça s'étende à la grandeur du Québec. On a des membres dans 110 villes maintenant, 110 villes du Québec. Et comme Hugues vous a dit, on a de très belles visites ce matin. Éric et Émilie qui sont venus nous voir. Et j'ai eu à parler dernièrement de la Fondation à une noce, alors que c'était la Fondation qui assurait le service de bar. On a déjà assuré le service de bar à une funéraille, c'était moins drôle qu'aux noces. C'était un de nos bons amis, Vassili Vallée de Victoriaville, qui était décédé d'hypertension artérielle pulmonaire. La famille nous avait demandé d'aller assurer le service de bar. Alors, ça nous avait rapporté un petit montant. Et aux noces, c'était mon filleul, le jumeau de la femme de mon filleul qui se mariait. Finalement, ils nous ont demandé pour aller là. On est allé 3 de la Fondation. On a travaillé de 14h à 2h dans la nuit. Et ça nous a rapporté un bon montant. C'est pas définitif parce que... Et là, j'ai eu à parler et l'administrateur qui était avec moi m'a dit « T'as bien parlé, mais il y a des affaires que tu aurais dû dire. » Alors, je vais me reprendre ce matin, c'est que il m'a suggéré, avec raison, je pense, de dire à quoi servaient tous les fonds qu'on ramasse. Alors, on aide des personnes atteintes directement. Les plus grosses dépenses, c'est quand on organise un congrès. Alors ça coûte assez cher. On a un congrès organisé tous les 2 ans. Parce que l'année qu'on n'en fait pas, il y en a un national organisé par AHTP Canada. Alors, qu'est-ce qu'on paie avec l'argent? On paie en grosse partie les congrès, comme je viens de vous dire. La franchise des médicaments qui est tout près de 1 000 $. On achète aussi parfois des appareils qui sont à la Fondation, mais qui sont prêtés à long terme à des gens. Comme un concentrateur d'oxygène portatif, on en a un qui est prêté à une personne qui nous a coûté 2 500 $, mais la dame qui utilise ça est très, très heureuse. Elle peut se déplacer facilement. Si elle va magasiner, avant ça, il fallait qu'elle traîne des bonbonnes, c'était compliqué. Là, elle traîne son concentrateur et ça va bien. On paie aussi des appareils pour l'apnée du sommeil, des fois. Et on aide les gens pour le ménage dans leur maison. Il y en a qui sont très mal en point, ils ne sont pas capables de faire de ménage, alors on paye parfois des femmes de ménage. On paye pour des déplacements et les stationnements. Vous savez qu'à l'hôpital juif, vous rentrez, puis vous sortez, puis ça vient de vous coûter 20 $ de stationnement. Alors, il disait 15 minutes et moins, c'est 12 ou 13 $, mais le temps que tu débarques de ton auto, que tu te rends dans l'hôpital, ton 15 minutes est passé, tu viens de dépenser 20 $. Alors, c'est une partie des fonds qui va pour ça. Et on a dernièrement payé pour l'installation d'un air climatisé. Vous savez comment il a fait chaud un bout de temps. Il y avait une personne atteinte qui vivait très difficilement dans ça. Alors, la Fondation a payé un air climatisé pour cette personne-là. Alors, c'est très, très varié. Ce qu'on aide, c'est chaque cas particulier qui est étudié par un comité de sélection, ensuite soumis au conseil d'administration. Nos sources de financement sont très variées. Il va y avoir la vente de fromage qui s'en vient pour Noël. Et la vente de garage est terminée.
On a fait 6. C'était beaucoup, beaucoup d'ouvrages. C'était trop lié à la température. On travaillait durant un an, puis on risquait d'avoir perdu tout ce temps-là parce que s'il faisait pas beau, on vendait rien. Mais même s'il a fait mauvais l'été, à la vente de l'été, on a vendu quand même pour plus de 9 000 $. Alors, on a abandonné ça, un peu à cause de l'âge aussi. Ça devient un peu trop lourd de tout déménager les objets et les entreposer. Et le bon Dieu nous aime parce qu'il nous arrive des choses qu'on n'avait pas avant, comme ce que Eric a ramassé pour nous autres. On n'avait pas ça, c'est la première année qu'on a ça. Alors, on dirait que c'est ça qui remplace la vente de garage. On a déjà eu des concerts, on n'en a plus parce que l'ensemble est arrêté. Il y a eu des choses un peu partout au Québec, des soirées de quilles à Québec, une soirée western à New Carlisle en Gaspésie, un souper spaghetti à Québec. Puis comme je vous ai dit tantôt, on a assuré, excusez, 2 fois le service de bar. Quand on a parti la fondation en 2006, quelqu'un m'aurait dit, Denis, une bonne fois, il va y avoir un jeune policier qui va s'en aller en Irlande, puis avant de partir, il va ramasser de l'argent pour vous autres. J'aurais dit, es-tu fou, toi? Jamais j'aurais cru que ça arriverait. Mais c'est arrivé. Une bonne fois, comme vous avez vu dans les papiers qu'on vous a remis, on a eu un téléphone, on a eu une couple de courriels, finalement on a eu une rencontre, on s'est très bien entendu, et c'était parti pour une très belle expérience. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente Éric Beauchamp qui va vous parler de son aventure en Irlande. Éric. Salut. Là, je passe pour le héros là-dedans qui a tout accompli. C'était une première expérience à tout point de vue pour moi, dans toutes les facettes que ce que je vais vous conter. Fait qu'on ne se comptera pas d'histoire, je suis pas tout seul dans cette histoire-là. J'ai eu plein de monde avec qui je me suis entouré, qui m'ont aidé, supporté, qui m'ont coaché, qui m'ont juste guidé dans toutes ces démarches-là. Ma partie à moi, ça va être de vous expliquer un peu tout le projet, vous présenter ma femme Émilie, vous expliquer un peu ce que sa maladie représente dans notre vie et puis comment que c'est né le projet de Objectif 5000. Premièrement, je m'appelle Éric Beauchamp, comme ça a été dit, je suis policier à la ville de Longueuil, ça fait 7 ans et demi que je suis dans la police. Et puis à chaque 2 ans, on a les Jeux mondiaux policiers-pompiers. C'était la première année, cette année, que je participais à cet événement-là. Je suis marié à ma merveilleuse femme depuis 7 ans. Ça fait en tout 9 ans qu'on est ensemble. L'annonce de sa maladie a littéralement détruit nos vies. On ne se comptera pas d'histoire. C'est une maladie qui est incurable. Donc on attend la journée que ça va terminer, en d'autres mots. Quand on s'est rencontrés, on avait des plans pour le futur comme tout le monde. On voulait des enfants, on voulait une vie tranquille. Émilie devait être médecin. Aujourd'hui, finalement, on ne peut pas avoir d'enfants. Émilie a dû lâcher sa médecine à 1 an de la fin de son programme parce que sa santé ne permettait plus de continuer. Puis, avec toutes les visites qu'on fait dans les hôpitaux, les suivis médicaux, les prises de sang, les ci puis les ça, ben, on va repasser pour la vie qui est tranquille. Cependant, considérant ce qu'on vit, puis qu'on se compare à d'autres patients, on n'est vraiment pas à plaindre. Même que ça va très bien de notre côté si on considère toutes ces choses-là. Émilie peut encore faire des activités à l'extérieur, chose que la plupart des patients ne peuvent pas faire. La plupart ont de la misère à se lever et toffer leur journée. Émilie peut non seulement marcher, mais elle peut faire un peu de vélo, très léger, donne 2-3 coups de pédale, puis elle se laisse rouler dans la piste cyclable. On arrive à un stop, après un break, on repart 2-3 coups de pédale, puis on repart, on en fait ensemble. Et puis, ça nous fait passer du temps ensemble. Elle peut continuer de s'occuper de son petit chien à la maison. Elle peut continuer à travailler, chose que la plupart des patients ne peuvent pas faire compte tenu qu'elle travaille 40 heures semaine. Oui, il est assis, il dit que c'est un travail administratif qu'elle fait maintenant, mais quand même, c'est plus que ce que la plupart des patients peuvent faire. On a eu beaucoup de modifications à faire dans nos vies pour pouvoir s'adapter à sa situation, mais quand je regarde maintenant tout ce qu'elle peut faire, je me dis que chaque modification en a valu la peine. De plus, si on se compare aux autres, on a la bénédiction d'avoir des excellentes assurances avec le travail. Ça a sorti à plusieurs reprises dans les journaux qu'on a des bonnes assurances, des bonnes conditions de travail dans le public, et c'est vrai. Et puis, souvent, on passe pour du monde qui sont gros durs. Je vous dirais, je donne une idée que le médicament d'Émilie
coûte 89 000 par année. Puis c'est ce qui a maintient en vie. Puis c'est ce qui permet de pouvoir se lever le matin puis d'avoir un semblant de qualité de vie. Pour avoir d'assurance, je ne sais pas ce qu'on ferait. Fait que c'est vrai que ça passe pour des fois pour on est bien dans le public, mais quand on en a besoin, on est bien content. C'est malheureusement pas le cas pour chacun des patients au Québec, pas juste l'hypertension pulmonaire, mais de peu importe la maladie. Puis les patients qui n'ont pas d'assurance qui couvre la totalité des frais, comme nous on a la chance d'avoir, ont deux choix. Soit qu'ils vont s'endetter jusqu'au cou en accumulant des dettes et des dettes et des dettes, en espérant un petit peu de qualité de vie jusqu'à temps qu'ils vont venir qu'à mourir. Puis ensuite, ben, ils vont laisser ce fardeau financier-là comme héritage à leur famille. Ou tout simplement de refuser d'accumuler des dettes, puis de se contenter du strict minimum qu'ils peuvent avoir. Puis au bout, ben, ils vont juste mourir à petit feu. Ça va être encore plus désagréable que ce qu'ils ont à vivre. Puis ils n'ont pas nécessairement besoin de ça en plus de tout ce qu'ils vivent. À chaque année, on reçoit soit un appel ou un email de la Fondation qui nous appelle, qui nous dit « Hey, manquez-vous de quelque chose? Avez-vous besoin de quoi? » On sait qu'ils sont toujours là, on sait qu'ils ils veulent savoir si on manque de quelque chose, puis ils veulent y pourvoir, ils veulent nous aider à passer au travers de cette épreuve-là. C'est le fun de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, c'est le fun de savoir qu'on a des gens qui nous supportent, puis qui connaissent les besoins que nous, on n'a peut-être pas pensé qu'on aurait, puis qui peuvent déjà nous le proposer à l'avance. C'est un fait aussi que je veux mettre au clair avec vous, les journalistes. Il peut y avoir un genre de semblant de conflit d'intérêt dans la mesure où ce que je passe le héros qui ramasse l'argent, qui donne ça à une fondation, qui finalement me rappelle, me demander si moi j'ai besoin d'argent pour payer des choses. J'ai l'air du gars qui ramasse l'argent pour finalement m'y remettre dans les poches. Vous pouvez confirmer que M. Cormier, ça fait 7 ans et demi qu'elle a son médicament. Et jamais une seule fois on a demandé une quelconque somme de leur part. On a toujours refusé quoi que ce soit dû au fait qu'on avait tout ce qu'on avait de besoin. L'argent qui était ramassé, c'est vraiment et simplement pour la Fondation, pour aider d'autres personnes que je ne connais même pas moi-même et que je n'ai jamais vues de ma vie. C'est vraiment dans le but de le remettre à la Fondation. Depuis, comme je vous disais, mon entrée dans la police, c'est la première expérience au jeu mondiaux policiers-pompiers. En gros, vous donnez une idée de ce que c'est un peu nos Olympiques à nous autres. Il n'y a rien de prestigieux, il n'y a pas personne qui nous attend en bas avec des drapeaux, puis une fanfare, puis tout ça, mais c'est quand même prestigieux au niveau de tout ce qui est monde policiers-pompiers. Cette année, à chaque 2 ans, c'est quelque part dans le monde. Cette année, c'est en Irlande. Et puis, c'est à Belfast. Je m'y suis rendu. J'ai participé et en vélo de montagne et la compétition qui est appelée le TCA pour le Toughest Competitor Alive, qui est une série de 8 épreuves qui dure une journée de temps. Ça commence avec un 5 km dans le bois, ensuite un lancer du poids, il y a un 100 mètres sprint à la course, un 100 mètres dans une piscine. Il y a une montée d'une corde de 20 pieds sans utiliser nos jambes. Ensuite, il y a le plus qu'on peut lever sur le bench press en une répétition. Il y a le maximum de chin-up qu'on peut faire sur une barre. Et ensuite, on termine la journée avec une course à obstacles qui dure environ 1 minute 15 dans les meilleurs temps. Le concept, c'était simple. C'était faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, en échange de ramasser des dons de des personnes qui voudraient s'impliquer en me disant « Mais regarde, tu vas littéralement te péter à la face, ben on va payer, on veut voir ça, fait que vas-y, amuse-toi. » J'ai mis mon idée sur pied, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé pour pouvoir me dire un peu comment il fallait que je me décolle là-dedans, puis j'ai appelé Denis, puis on a fait un rendez-vous. Puis c'est comme ça que le projet est né. Il me restait juste à trouver un nom, Objectif 5000. Pourquoi? Mon objectif, c'est de ramasser 5000 $. Quand j'ai décollé ça, je m'étais dit, je vais viser plus bas, en me disant, ben, si j'ai plus, tant mieux, puis sinon, ben, c'est pas si pire. Mais je m'attendais pas à ramasser 5000, j'avais aucune idée dans quoi je m'étais embarqué. Après un mois, je me disais dans quoi je me suis embarqué. Et puis. Il y a eu des petites périodes de découragement. Et des fois, j'ai envoyé des mails à Denis, je dis, écoute, je sais pas, moi, je vais donner peut-être 500, mais j'en ai aucune idée. Dans ma tête, je voyais ça pas si pire, 5000, puis après un mois, je me disais, comment je vais ramasser 5000, ça marchera jamais. Finalement, j'ai fait mon site internet moi-même. Si vous y allez, soyez indulgents, c'est moi-même, j'ai aucune connaissance informatique. C'est objectif5000.ca. Et puis, ça a commencé comme ça.
Je dois remercier beaucoup de personnes qui m'ont aidé, dont Jean-François Denis, qui est un de mes amis, qui lui-même président, fondateur de sa propre fondation qui s'appelle Nourrir l'Espoir, qui sert principalement aux banques alimentaires au Québec. En gros, son projet, c'est de courir Montréal aller-retour. Il l'a fait une fois aller, puis l'année d'après, il l'a fait retour. Donc, 6 marathons en 6 jours. Montréal-Québec, excusez-moi, j'ai dit? J'ai dit Montréal. Ah, bon, Montréal-Québec. Fait que, non, il a fait Montréal-Québec à la course. Il a fait l'équivalent à 6 marathons, 6 en ligne. Et puis, le fait qu'il savait comment une fondation fonctionnait, bien, il était en mesure de me coacher dans mes démarches pour que je puisse mener à terme ce projet-là. Il y a Luc Dumont, qui est un ami aussi, qui a chanté pendant 1h30, c'est pas 2 heures, lorsque j'organisais un concert bénéfice au Saguenay, vu qu'on vient tous les deux de cette région-là. Nos amis, nos familles sont encore là. On a réussi à remplir une église quasiment de 275 personnes. C'était pas la grosse affaire, mais ça a été l'événement qui nous a ramené le plus d'argent, puis Luc nous a remis l'argent des profits de cette journée-là, donc c'était très apprécié. Puis Luc est aussi un grand fan de tout ce qui s'appelle sport cycliste. Donc il s'est entraîné avec moi, je ne sais pas combien de jours durant les 4 mois, je me suis entraîné à parcourir des 100 km par jour, à se promener soit sur le territoire de Montérégie ou sur l'île de Montréal. J'ai aussi Daniel Lamarre qui fait des Ironman. Il en fait, je pense, 1 par semaine. C'est une machine. Présentement, il s'entraîne. Il a été invité au Ironman du Mexique, qui va participer en décembre prochain. Et c'est sa porte d'entrée pour le plus gros Ironman au monde, qui est à Hawaï. Donc, s'il arrive à se classer au Mexique en décembre prochain, il va pouvoir participer au plus gros. Il m'a donné gratuitement, quand il a entendu parler de mon projet, des cours de spinning, parce qu'il donne des cours de spinning lui aussi dans sa vie de tous les jours pour financer ses choses. Il m'a donné gratuitement à raison de 2 fois par semaine. J'avais jamais fait de vélo ou quoi que ce soit d'intense, donc ça a été vraiment une très grande aide que j'ai reçue. J'ai Daniel Joannet qui est entraîneur privé, qui lui a supervisé tous mes entraînements, mes plans alimentaires, l'évolution de ma condition physique pour que je puisse offrir le meilleur de moi-même là-bas. C'est sûr que mon but, c'est de ramasser 5 000 $. Mais je voulais pas avoir l'air d'une mitaine non plus quand j'arrive là-bas, puis que les gars là-bas, ils ont ramené des temps olympiques, c'est du monde qui était hyper entraîné. Vous donner une idée, les Espagnols, ils ont une équipe nationale, et puis eux autres, leur service de police ou pompiers les retirent du travail 1 an avant les Jeux pour qu'ils ne fassent que ça, s'entraîner. Donc ils sont payés pour s'entraîner pendant 1 an. Puis ça a le résultat, on les voit sur chacun des podiums. Fait que je savais à qui j'allais me confronter. Je savais que je n'amènerais jamais de médaille. Je savais que mon objectif, c'était réellement le 5000. Mais je voulais aussi démontrer à toutes les personnes qui allaient donner de l'argent, que je prenais ça au sérieux, puis que j'allais offrir le meilleur de moi-même. Donc que j'allais m'entraîner aussi souvent que possible pour arriver dans le meilleur des conditions là-bas. Puis pas après l'autre, j'ai fait mon chemin au travers des 4 mois d'entraînement. Ce que ça a eu comme résultat, c'est que j'ai terminé 17e sur 30 en vélo de montagne. J'étais pas le meilleur, j'étais pas le plus mauvais non plus. J'étais très content d'arriver dans la moitié. Ça, c'était dans la catégorie du 18-39 ans. Si on prenait la sous-catégorie, parce qu'on partait par vague pour pas être tout le monde en même temps dans les pistes, dans les catégories de la sous-catégorie du 30-34 ans, je suis arrivé 8e sur 12. En tout, sur les 30, il y en a 7 qui ont abandonné durant la course, qui ont dit « Moi, je suis plus capable, ça n'a aucun bon sens, j'arrête ça là. » J'ai parlé avec le gars qui avait terminé 2e, un gars de Québec, qui m'a dit que c'était la compétition la plus difficile qu'il avait jamais faite de sa vie. Puis pourtant, il venait de faire un Ironman à Mont-Tremblant une couple de semaines avant, puis il s'entraîne en malade au Mont Saint-Anne à Québec, puis il est arrivé 2e. Fait que c'est quand même quelqu'un qui était quand même excellent. Puis lui aussi il disait que c'est la chose la plus difficile qu'il avait faite. Pour ce qui est du TCA, la 2e compétition, je suis arrivé 18e sur 27. J'étais content là aussi parce que c'est différentes épreuves qui mesurent notre capacité sur différents aspects physiques de notre corps. Donc quelqu'un qui est très bon en sprint va pouvoir faire d'excellents résultats sur le 100 mètres. Mais on sait très bien que la plupart des sprinteurs, c'est pas eux autres qui lèvent le plus fort sur le bench press. Donc c'est vraiment quelque chose qui mesurait la personne qui était le plus complète. Puis encore là, je suis arrivé dans la moitié. Je n'étais pas, un petit peu après la moitié, donc je n'étais pas le meilleur, je n'étais pas le pire, mais je suis très content des résultats que j'ai eus. Je me suis entraîné comme jamais je me suis entraîné dans ma vie dans cette histoire-là.
J'ai donné tout ce que je pouvais donner. Et puis, quand je suis arrivé durant la course, le vélo de montagne qui se tenait le 3 août dernier à Rust River, qui est un petit peu au sud de Belfast, parce que il faut comprendre là-bas, c'est que les jeux n'avaient pas nécessairement lieu tous à la même place, au même endroit. Moi, ma compétition se trouvait à 1 heure de Belfast, à Rust River. Et puis, après le premier tour, on avait 6 à faire. Après le premier tour, je voulais arrêter. J'étais plus capable. Dans ma tête, je pensais littéralement, il est vraiment fallu que je me parle, que je me dis, ça prendra le temps que ça prendra. Tu finis les 6 tours. Tu finiras dernier, mais qu'il n'y ait plus de lumière, tant pis, tu finis les 6 tours. Et puis, rendu au 3e tour, on avait 2 côtes durant le trajet. On commençait le trajet avec une côte, puis ensuite ça descendait dans le bois. On en remontait un autre, puis on descendait encore. Et puis, durant la 2e côte, au 3e tour, je pensais que j'allais mourir. Littéralement, j'étais plus capable. C'est une chose de s'entraîner jusqu'à temps qu'on soit essoufflé. Parce qu'on s'entraîne, on prend ça relax, on slack la cadence, on ralentit le beat. On continue de s'entraîner tranquillement, puis après ça, si on a un regain, on repart. La compétition, c'est une course. Tu vomiras à la fin s'il faut, c'est pas grave, tu continues, tu n'arrêtes pas, tu donnes tout ce que tu as. Puis au 3e tour, je pensais littéralement mourir. Puis mes poumons étaient en parfaite santé, j'avais de l'air autour de moi, je m'étais entraîné, je n'étais pas malade de rien, puis je cherchais de l'air. Ça rentrait pas. Je voulais rentrer de l'air, ça rentrait pas. Puis c'est comme si je venais de réaliser à ce moment-là, après 9 ans de vie commune, qu'est-ce que ma femme vivait quand elle était essoufflée. Quand elle voulait que l'air rentre, après avoir monté 5-6 marches, puis qu'elle n'était plus capable. Qu'est-ce que les patients vivaient quand ils se levaient de leur lit pour aller aux toilettes, puis qu'ils étaient épuisés une fois qu'ils s'assisaient sur le bol, parce que c'était la plus grosse dépense d'énergie qu'ils ont faite dans leur journée. J'ai compris c'était quoi chercher son air, puis vouloir mourir, puis paniquer, parce que l'air rentre pas. On voudrait que ça rentre, mais c'est comme si c'était bouché, que ça ne voulait rien savoir. Fait que j'avais donné comme slogan mon projet pour ceux à bout de souffle, parce que c'est un peu le concept de les gens qui sont atteints d'hypertension sont souvent essoufflés, donner à ceux qui sont fatigués de se battre aussi, ramasser de l'argent pour les personnes qui sont juste à bout de souffle. Mais cette petite partie-là de la compétition m'a vraiment fait réaliser comment que mon slogan était d'appoint pour ça. En terminant, je veux remercier vous qui êtes déplacés pour venir prendre des nouvelles de ce projet-là. Je veux remercier aussi chacune des personnes qui ont soit donné de leur temps ou de leur argent aussi généreusement. Ça a été un succès sur tous les points. Je sais pas si je peux parler du montant qui était offert. Ah oui. Monsieur, vous voulez attendre le chèque? Non, vas-y. OK. Mon but, c'était de ramasser 5 000 et j'ai ramassé 7 500 $. Donc, j'ai ramassé une fois et demie ce que je pensais ramasser, mais pourtant, après un mois, je pensais même pas ramasser plus que 500 $. J'étais complètement découragé. Donc, c'est sûr que là-dessus, je suis très content. Je remercie tout le monde qui s'est investi dans ce projet-là. Alors, merci beaucoup, Eric, pour cette présentation. Merci aussi pour ta grande générosité en temps, en énergie. Puis, merci pour ton beau témoignage là, de cette activité-là par rapport à Émilie. On va inverser un petit peu l'ordre du jour. On va passer à la période de questions. Alors, messieurs les journalistes, vous avez des questions? Pour ramasser le 7500, il y a eu la vente de casquettes, oui. Le super bénéfice, oui. Le concert bénéfice à Saguenay. Oui. Y a-t-il d'autres choses? Événement majeur, non. Est-ce que des gens t'ont donné spontanément aussi des commandites de même? Oui, j'ai eu un organisme qui m'a donné un montant de 1 000 $. J'ai quelqu'un qui avait une entreprise qui désirait rester anonyme pour ne pas se faire solliciter, mais c'est quelqu'un qui était proche de mon entourage qui m'a donné 1 500 $. Il y a une autre compagnie qui, encore là, voulait rester anonyme. Question de sollicitation. On se contrôle soit quand je suis allé faire des demandes de commandite, j'ai vraiment réalisé à quel point les entreprises sont sollicitées. J'ai commencé ça en février, le budget commençait là. Puis il y en a qui me disaient écoute, mon budget est déjà épuisé. Il y en a aussi des compagnies qui visent un certain but. Je suis allé voir, mettons, Canadian Tire, Home Depot, ces choses-là. Puis souvent, eux autres s'investissent dans la société, les parcs, les projets communautaires, ces choses-là. Donc, la compagnie que je vous parle, elle m'a donné aussi 2 500 $. Fait que
Le souper, si je me rappelle bien, m'a donné 1800 quelques, 1870. Et puis le souper bénéfice, 1350, si je me rappelle bien. Donc ça a été les plus grosses entrées d'argent. Le reste, les dons jouaient entre 350 et 10 $. Ça jouait là-dedans. Puis ça a rentré de toutes sortes de personnes, autant des personnes que je connaissais pas, qui ont juste par le travail, soit des mini ou du guide, qui ont donné comme ça. Il y a mes amis aussi qui ont vendu des petites bouchées à mon travail. Ils se sont rejoints contre lui. Ouais, ils ont fait des beignes puis des petits desserts mexicains, c'est super bon. Ils sont pognés 3-4 une On est soirée. allé faire une soirée, on a fait des desserts puis on les a vendus au travail, une pièce chaque. Le lendemain matin. Fait qu'on a quand même ramassé 150 $ juste à faire ça. Émilie travaille à la ville de Longueuil, à la division de perception. Et puis, à l'hôtel de ville, ça s'est vendu. Émilie, as-tu un nom de famille? Ou on Oui, peut faire le gars? Fortier Tremblay. Fortier Tremblay. Oui. Vous avez quel âge? 30 ans tous les deux. Émilie, tu as été diagnostiquée, tu avais 21 ans? Oui. Elle avait 21 ans quand elle été diagnostiquée. En gros, quand c'est fait annoncer au diagnostic, on venait de se rencontrer. Le médecin il dit tu fais de l'hypertension, pogne une pilule, puis on verra ce que ça va donner. Fait qu'à ce moment-là, sérieusement, à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce qui m'attendait comme ampleur. Quand même que je voulais dire, oh, oui, je connaissais rien de ça. Prenez une pilule, on passera à autre chose. C'est sûr qu'avec le temps, ça a diminué, fait qu'elle a pris d'autres médicaments qui fait qu'aujourd'hui, la qualité de vie est un petit peu plus atteinte. Mais on s'en sort quand même bien. Alors moi, j'admire Éric parce que je connais beaucoup de dames, c'est surtout des femmes qui ont cette maladie-là. Et beaucoup de dames perdent leurs compagnons quand ils sont malades. Alors lui, il est là depuis 9 ans, bravo. Ça va être beau pour les questions. Alors, ça va pour les questions. Autre chose? Pour le chèque. Oui. On va faire la remise du chèque. Éric va faire la remise du chèque. Moi, j'ai une petite demande spéciale. Je voudrais avoir le trésorier avec moi. Parce que c'est un monsieur qui travaille dans l'ombre. Michel Anctil, il fait un très bon travail. C'est lui qui va aller à la caisse avec ça. Hein? Avec ce gros chèque. Tu vas aller déposer ça à la caisse. Pas dans le guichet, ça. On va mettre Michel là. À côté de la dame. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que j'en pensais? On va juste l'avancer. L'avancer Non, c'est juste la mettre pour pas que j'aille le reflet. Mettre de niveau aussi. Un des deux qui voit le film. Ah, moi, je vois pas, là. Baissez, on ne voit plus Michel. Baissez. Ah, Non, mais il faut voir au moins. Michel, on va s'apercevoir que c'est un petit bonhomme. Je vais vraiment pas la face. OK, je vais l'apprendre. Éric Beauchamp, tu t'es lancé dans ce défi-là, mais tu n'avais vraiment aucune idée dans quoi tu t'embarquais. Peut-être un petit commentaire justement sur le défi, sur la façon dont tu as vécu ça brièvement. Très épuisant au départ, très décourageant tout le long du trajet, jusqu'à la fin où j'ai été aux compétitions à Belfast puis que j'ai vraiment réalisé que j'étais rendu à la fin de mon projet. Quand j'ai vu toutes les pancartes qui attendaient pour les Jeux mondiaux, c'est là que j'ai réalisé. Mes amis me demandaient, tu réalises si tu t'en vas en Irlande? Puis je dis non, je réalise pas. On dirait que je m'en vais là. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu toutes les pancartes à la sortie de l'aéroport, ces choses, j'ai fait comme, OK, c'est beau, je suis vraiment là. Et puis quand j'ai fait la compétition, puis que j'ai eu mon résultat à la fin, qui, comme je disais tantôt à la conférence, je suis arrivé juste dans le milieu. C'est pas une médaille, c'est rien à se péter les bretelles, mais j'étais fier de voir qu'est-ce que j'avais été capable d'aller chercher de moi-même. Souvent dans les Olympiques, on voit dans le bas de l'écran OR et WR pour Olympic Records puis World Records. Puis moi, dans ma vie, c'est surtout des PB pour les Personal Best, qui étaient un accomplissement personnel. C'est vraiment, je suis allé là pour voir qu'est-ce que j'étais capable de faire pour aider les gens autour de moi. Puis c'était là que j'ai vraiment réalisé, quand j'ai eu mon résultat, que j'étais vraiment rendu à la fin et que j'étais satisfait de... La collecte de fonds elle-même, ça a été un parcours qui a été presque aussi difficile que la compétition de vélo. Oui.
Au départ, dans ma tête, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je commence à la même partie que tout le monde. Je fais des demandes de commandite avec des compagnies. Je me suis rendu compte que les compagnies sont hyper sollicitées. Ils sont toutes généreuses, mais ils ont toutes des buts ou des objectifs eux-mêmes dans lesquels ils veulent s'investir. Donc, ça a été très difficile de ramasser des dons dans le départ, vu que je ne savais pas comment je m'alignais. Puis, avec l'aide des amis qui ont soit des fondations, qui ont déjà organisé des événements, on a organisé des événements, un souper bénéfice, un concert bénéfice, on a rejoint d'autres compagnies. Puis, bouche à oreille, il y a des gens qui ont entendu parler de nos projets, on a des compagnies qui ont donné des très beaux montants dans les 4 chiffres. Puis c'est ce qui nous a aidé à la fin à atteindre notre objectif et même à le dépasser d'une fois et demie. Mais effectivement, la levée de fonds suivait les entraînements. Votre conjointe a été diagnostiquée à hypertension artérielle pulmonaire à l'âge de 21 ans. Ça change une vie d'un couple? Totalement. Comme je disais, au début, on voulait une vie normale comme tout le monde, avoir des enfants. Émilie étudie en médecine à Sherbrooke. Il restait 1 an à faire. Et puis, elle a été obligée d'annuler, de canceller littéralement son cours, sa formation de médecin à 1 an d'avoir son diplôme parce que sa condition ne permettait plus de suivre le beat d'un médecin qui court partout dans les hôpitaux et ces choses-là. On ne peut pas avoir d'enfant dû aux médicaments qu'elle prend et à toutes les complications que ça pourrait avoir. Pour tous les suivis médicaux qu'on fait à longueur d'année, la vie tranquille, on ne l'a pas. C'est pas si pénible comme je disais parce que comparé à d'autres personnes qui ont d'autres maladies ou qui ont la même maladie qu'elle à un stade plus avancé, on n'est vraiment pas à plaindre. Mais c'est sûr qu'en même temps, il a fallu littéralement qu'on réadapte notre vie à toutes les deux, mais on s'en sort très bien.